Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI, est un leader influent du continent qui porte une vision panafricaine pour le royaume du Maroc. Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, est notre invité lors de ce 35e sommet de l'Union africaine. Il partage ainsi sa vision du développement du continent et du Maroc, les enjeux géostratégiques dans la perspective du sommet Europe-Afrique 2022, son plaidoyer dans la matérialisation de la zone de libre-échange, les infrastructures, l'industrialisation de l'Afrique. Son Excellence Nasser Bourita, bienvenue sur Africa 24. Le thème de ce sommet est renforcer la résilience de la nutrition sur le continent africain, accélérer le développement du capital humain, du développement social et économique. Quelle réflexion vous inspire ce thème pour l'Afrique et pour votre action dans votre pays, le Maroc en particulier? Je pense que c'est un thème important et c'est un thème qui correspond à un défi important pour le continent africain. Lorsque le Maroc est retourné à l'Union africaine en 2017, Sa Majesté le roi Mohamed VI avait rappelé que le Maroc, une fois installé au sein de l'Union, participera à relever les véritables défis du continent. La malnutrition est un fléau qui est en Afrique. Plus de 200 millions d'Africains n'ont pas accès à la nourriture et un nombre aussi important souffre de malnutrition. Le développement de la sécurité alimentaire est un défi pour notre continent. Le Maroc, Sa Majesté le roi, a toujours considéré que c'est une thématique fondamentale pour notre Union. L'Afrique a tous les ingrédients pour garantir sa propre sécurité alimentaire. Le Maroc, sur instruction de Sa Majesté le roi, est disposé à partager son expérience dans ce domaine-là. Le Maroc est un pays qui a développé une maîtrise du secteur agricole depuis des années. Le plan Maroc vert, la stratégie Génération verte sont des modèles pour le développement de l'agriculture dans le continent. Avec plusieurs pays et à un titre bilatéral, le Maroc, à travers des programmes, a contribué à garantir la sécurité alimentaire et à renforcer la productivité de l'agriculture dans plusieurs pays. Donc le Maroc se trouve en phase avec cette thématique et qui s'inscrit parfaitement dans la vision de Sa Majesté le roi par rapport à cette institution. L'Union africaine doit être proche des problèmes des Africains et les débats ne doivent pas se perdre dans des questions idéologiques dépassées, mais plutôt se concentrer sur ce qui unit les Africains. Et ce thème-là, c'est parmi les thèmes importants pour notre continent. L'Afrique vient de traverser la pandémie de Covid-19 en faisant preuve d'une très forte résilience, en se redécouvrant les capacités de résistance. Quelles leçons tirez-vous de cette crise et quels sont les arguments pour assurer une solide reprise économique du continent? La pandémie a certainement révélé quelques fragilités, quelques atouts dont dispose le continent. Dès le début de la pandémie, Sa Majesté le roi Mohamed VI a contacté un certain nombre de chefs d'État. Et l'idée était de développer une réponse africaine à cette pandémie. On est passé par 3 étapes. Il y a d'abord tout ce qui est protection. Et le Maroc, sur instruction de Sa Majesté le roi, était le seul pays africain à donner des produits de protection à 25 pays africains, y compris à la Commission de l'Union africaine. Par rapport aux masques, par rapport aux produits, tout ce qui est produit au Maroc, Sa Majesté a voulu qu'on le partage avec les pays africains. Deuxième niveau, c'est la vaccination. Il est anormal qu'un quart de la population mondiale est vaccinée à un pourcentage de 11%. L'Afrique a été oubliée dans le processus de vaccination. Et ça doit interpeller les Africains pour garantir leur sécurité et leur souveraineté vaccinale et sanitaire. Ça a été toujours le souci de Sa Majesté le roi. En lançant les travaux il y a deux semaines d'une usine de vaccins au Maroc, l'idée de Sa Majesté le roi était non seulement de servir le Maroc, mais d'avoir des vaccins à la portée des populations africaines. C'est ça la logique. Il y a 3e niveau, c'est la relance économique.
Et là aussi, les pays africains doivent, je pense, parler d'une seule voix, développer des stratégies communes pour pouvoir relever ces défis. Sinon, comme on a été les oubliés de la vaccination, on va être encore une fois les oubliés de la relance économique. Le Maroc fait partie des pays africains qui ont développé des usines de production de vaccins anti-Covid-19. Quelle est la stratégie africaine de cet investissement? Comme je l'ai dit dès le départ, pour Sa Majesté le Roi, l'usine de vaccination ne devrait pas être pensée dans un cadre uniquement marocain et devrait être pensée dans un cadre continental. En tirant les enseignements de cette marginalisation de l'Afrique dans la vaccination, Sa Majesté le Roi a tenu à ce que l'usine, dans sa conception, dans son développement, puisse intégrer le marché africain, puisse intégrer les besoins du continent africain. Aujourd'hui, l'Afrique importe un grand pourcentage de ses besoins de l'extérieur. La pandémie nous a rappelé que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'ère des vaccins. Et aujourd'hui, le Maroc, comme sur d'autres sujets, souhaite apporter sa contribution à son continent à travers cette usine. Donc la logique, si l'usine est marocaine, sa philosophie est africaine. En 2021, les tensions entre le Maroc et l'Algérie ont été à leur comble. De la rupture des relations diplomatiques à la fermeture des frontières, quelle est votre approche pour développer une relation entre ces deux pays frères du continent? La démarche de Sa Majesté le Roi était de ne pas s'inscrire dans une logique d'escalade. Le Maroc n'a pas pris de position contre l'Algérie. C'est l'Algérie qui a pris des positions. Et le Maroc a choisi de ne pas suivre dans cette logique d'escalade. Le Maroc n'insulte jamais l'avenir. Le Maroc considère aussi que tout ce qui est dans l'excès est insignifiant. Et beaucoup de choses ont été faites dans l'excès. Mais l'approche du Maroc, l'approche de Sa Majesté le Roi, a toujours été de ne pas réagir. Le Maroc n'a pas sorti un seul communiqué, je pense un seul qui a été sorti au début de cette crise, mais depuis le Maroc n'a même pas réagi à ces décisions, n'a même pas sorti de communiqué, parce que le Maroc souhaite construire l'avenir et ne pas travailler pour déstructurer ce qui lie les deux peuples frères. Le Maroc, pays industrialisé, est un leader dans le plaidoyer pour la réalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. Quelles sont désormais les perspectives pour le Maroc et pour l'Afrique avec la matérialisation de la ZLECAf? Je pense que c'était ici, à Africa 24, que j'avais dit que c'est un projet exaltant, c'est un projet important. C'est un projet qui correspond à un rêve du continent africain. Mais c'est un projet qui ne doit pas être fait dans la précipitation, ne doit pas être fait n'importe comment. La ZLECAf devrait être un moteur pour le Made in Africa, pas pour importer de l'extérieur et inonder les marchés africains. La ZLECAf nécessite une mise à niveau des infrastructures, des lois, des textes entre les pays africains. Les niveaux de développement des pays africains ne sont pas les mêmes. Il y a des décalages importants. Et la ZLECAf ne pourra être efficace, utile, si le travail d'accompagnement, le travail préparatoire est fait d'une manière rationnelle, d'une manière pragmatique. Il est simple de lancer des slogans, de précipiter les dates. Mais le plus important, c'est ce qu'on aura après participera au développement des économies africaines, participera au développement du Made in Africa. Et c'est comme ça que le Maroc conçoit et perçoit cette ZLECAf. Son Excellence, est-ce que vous pouvez nous donner l'état des relations entre le Maroc et les autres pays africains? Bien sûr, depuis, d'abord le Maroc, c'est son continent d'appartenance, l'Afrique. Et la relation entre le Maroc et beaucoup de pays africains est une relation enracinée. Sa Majesté le Roi, Mohammed VI, a voulu construire sur cet héritage de la relation pour donner un contenu encore plus stratégique, durable, au partenariat entre le Maroc et les pays africains frères. Sa Majesté le Roi a fait plus d'une 50aine de visites dans le continent africain. On a signé plus de 1000 accords bilatéraux avec des pays africains. Le Maroc forme 13 000
étudiants africains boursiers chaque année au Royaume. Et le Maroc est engagé dans des projets de coopération sud-sud, gagnant-gagnant, avec les pays africains dans tous les domaines, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de la santé. Le Maroc partage son expérience et son expertise avec les pays africains dans cette logique de coopération sud-sud souhaitée par Sa Majesté le Roi. Le développement de l'Afrique est freiné par son manque d'infrastructures, une industrialisation déséquilibrée et une dépendance très forte à l'investissement international. Comment franchir ces écueils qui entravent une réelle indépendance économique de notre continent? Et le développement des infrastructures est un élément important. L'Afrique a besoin d'investissements importants, mais l'Afrique a besoin également de rentabiliser ses investissements. Et c'est pour cela que je suis certainement que le développement des infrastructures est un préalable important d'abord à la réalisation de la ZLECAf. Le Maroc, pour sa part, au niveau national, bien sûr, est le pays qui a développé le plus d'autoroutes, le port de Tanger-Med, le TGV. Donc c'est au Maroc, Sa Majesté le Roi a investi énormément dans l'infrastructure comme élément important pour le développement économique et l'attraction des investissements étrangers. Son Excellence, est-ce que vous pouvez nous donner les derniers développements au sujet du Sahara marocain? Sa Majesté le Roi, lors du discours de novembre dernier, a tracé le cadre de ce dossier. Le Sahara est marocain par l'histoire, par le droit et par la volonté de sa population. Le Sahara est marocain aussi par la reconnaissance internationale à travers des accords, à travers des consulats. On a 25 consulats aujourd'hui qui sont ouverts dans des villes à l'Ayoun et à Dakhla. Des accords ont été signés qui incluent le Sahara, des pays du Golfe, des pays européens, des pays africains ont confirmé leur reconnaissance de la marocanité du Sahara. Deuxième niveau, le Maroc, bien sûr, est inscrit dans un processus onusien pour parvenir à une solution dans le cadre de l'autonomie sous souveraineté marocaine comme seul cadre de résolution de ce différend régional. Bien sûr, le problème aujourd'hui est bloqué au niveau onusien parce que une partie principale, un pays voisin, continue de bloquer ce processus, à rejeter les résolutions du Conseil de sécurité et souhaite bloquer les efforts de l'envoyé personnel pour parvenir à une résolution de ce problème. Au niveau africain, au niveau de ce sommet, je pense que les pays africains ont été unanimes à souligner que la question du Sahara ne doit pas être instrumentalisée comme il l'a été par le passé pour diviser les pays africains au sein de cette organisation. La question du Sahara est traitée au niveau des Nations Unies. La décision 693 de Nouakchott est la référence pour l'action de l'Union africaine, qui est une action d'accompagnement, qui est une action de soutien, mais jamais une action d'initiative ou d'action sur ce dossier-là. Comment est-ce que les relations entre le Maroc et d'autres pays africains ont soutenu le programme de développement du Maroc? La coopération sud-sud voulue par Sa Majesté le Roi n'est pas une coopération dans un seul sens. C'est une coopération dans les deux sens. Le Maroc partage ce qu'il a, mais le Maroc également apprend des autres pays frères africains ce qu'ils ont réussi. C'est ça la philosophie de la coopération intra-africaine et de la coopération sud-sud. Le Maroc, lorsqu'il signe des accords, lorsqu'il développe des projets, n'est pas dans une logique de donneur de leçons. Il est dans une logique de partage avec les pays africains frères. Quelle sera votre approche pour consolider votre vision pour Africa 24 dans son rôle phare pour le Maroc et l'Afrique? Je pense que là, si je prends un domaine qui est celui de la migration par exemple, et qui reflète une certaine vision de l'Afrique. L'Afrique change, l'Afrique évolue, mais la perception des autres vis-à-vis de l'Afrique est négative parfois, parce que des médias sont en train de propager des stéréotypes sur les continents africains. Les médias africains doivent porter l'image de la nouvelle Afrique à l'international, mais aussi aux Africains eux-mêmes. Donc je pense que des médias comme Africa 24 ont cette possibilité de
porter la réalité africaine aux Africains et au-delà, vers les partenaires de l'Afrique. L'Afrique a évolué, l'Afrique a changé. L'afro-optimisme doit régner au sein des Africains d'abord. Et certains stéréotypes sur l'Afrique doivent changer à travers la communication et à travers les médias. Africa 24 a fait beaucoup. Il pourra encore faire plus dans ce cadre-là. Son Excellence Nasser Bourita, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci madame, merci. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cet entretien exclusif. L'information continue sur Africa 24.